Manoumalo. Ça, on ne le cache pas. Nous avons aussi exigé carrément, avec le départ de M. Labé Manoumalo, le départ de son bureau, qui est un nouveau bureau, et ce bureau qui sera composé après consultation de toutes les forces vives de la nation. C'était une des conditions que nous avons posées. Voilà, cette condition est balayée et mise de côté. On nous recommande M. Manoumalo pour organiser. On ne trouve pas comment est-ce que M. Manoumalo pourra organiser ces élections de manière indépendante, connaissant sa position, connaissant sa tendance politique et connaissant les résultats de ce qu'il a été capable pendant le scrutin passé. De même, on dit que parmi les attributs donnés à ce bureau, c'est d'organiser et de gérer les opérations préélectorales. Dans les opérations préélectorales, ce qui nous tique, nous autres, c'est le recensement de la population. Je ne sais pas si au niveau du ministère de l'Intérieur, ou même au niveau de la classe politique, nous nous sommes déjà tombés d'accord sur les résultats ou les chiffres qu'on nous présente sur le plan démographique liés au recensement des populations. À Kinshasa, pour ne prendre Kinshasa comme échantillon, on tâtonne encore autour de 8-7 millions d'habitants. Ce n'est pas encore sûr. Je ne parlerai pas encore de l'Est. Nous savons ce qui se passe à l'Est, la confusion qui règne dans les zones frontalières. On n'a pas encore les éléments justes chez, par exemple, les Tois qui sont au Congo, chez tous ceux qui sont là au fond vers Maniema, et ainsi de suite. On n'a pas encore des éléments justes et on n'a pas encore des éléments justes nous permettant de les identifier correctement. Alors, je trouve ça un peu anormal avec les calendriers présentés par M. Labé Manoumalo. Quand est-ce que ces opérations se feront? Et pour que cela réponde au calendrier qu'il a déjà propagé ou présenté pour le déroulement des élections, et quels sont les résultats des recensements, et ces recensements, sur base de quoi nous les ferons confiance, quels que soient les chiffres qu'on pourra nous présenter, aussi longtemps la question n'a pas été encore discutée. Je reviendrai à cela m'appuyant sur la Constitution d'un moment à un autre. Parmi les missions, on dit de vulgariser aussi en langue nationale les lois relatives au processus électoral référendaire. Parmi ces lois, moi je pense à la loi électorale même, qui est l'outil principal. Est-ce que nos populations ont-elles été informées dans toutes les langues, comme cette même loi organique disent, des enjeux et voire même de la loi électorale pour le scrutin à venir? C'est à vous de répondre. Moi j'ai ma réponse. Toujours dans les attributs, on nous dit que ce bureau a pour mission de coordonner, ça c'est l'alinéa 7 bien sûr, du chapitre 2 et de l'article 9, qui dit que ce bureau coordonne la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des élections en français et en langue nationale. Est-ce que cette mission, bonne, noble d'ailleurs, que nous saluons, que je salue personnellement, a-t-elle été faite? Est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation, il y a une éducation civique qui est donnée à nos populations, partant de Kinshasa et faisant le tour de toutes nos provinces pour remplir ces tâches? La réponse, vous l'avez, moi aussi j'ai la mienne. Toujours dans ce même article 9, dans l'alinéa 8, on nous dit qu'ils assurent la formation des responsables nationaux, provinciaux, ainsi de suite. D'où viendront ces gens-là? Est-ce que ce sont des partisans? Est-ce que ce sont des gens de la société civile? Est-ce que ce sont des fonctionnaires de l'État qui vont faire ce travail? Eh bien, les choses ne sont pas non plus claires. À quelque part, dans le chapitre 3, article 10, on nous dit que la CENI est composée de 7 membres, dont 4 désignés par la majorité, 3 par l'opposition. On se pose la question, chers amis, qu'en est-il de l'opposition non institutionnelle? Qu'en est-il des gens qui ne sont pas aux affaires? Qu'en est-il des gens qui ont organisé des résistances, des pressions où les sangs a coulé? Qu'en est-il des gens qui n'étaient pas d'accord? Qu'en est-il des gens qui ont été exclus?
je parle de l'exclusion au processus électoral de l'an 2006. Notamment, je parle de la diaspora congolaise. Peu importe que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, ainsi de suite, mais nous savons tous que la diaspora a été exclue. Raison pour laquelle j'en profiterai aussi pour faire les points par rapport au bruit qui se propage à l'intérieur, considérant la diaspora comme, disons, diabolisant la diaspora sur le plan politique, mettant un climat de l'inimité, de la haine entre la population locale ou nationale et leurs frères, leurs sœurs qui sont à l'extérieur, comme quoi que ils ont abandonné les pays, ils vivent mieux, ainsi de suite. Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Sur le plan économique, la diaspora y est. Vous savez combien la diaspora est en train d'investir, combien la diaspora est en train de se donner pour la réussite économique, socio-économique même de notre pays. Nous savons ce qui se passe dans la fonction publique. La plupart d'entre nous, issus du milieu des fonctionnaires, nous savons comment ça se passe. Donc on n'aurait pas un frère et une sœur à la diaspora, non seulement européenne, mais même africaine. La vie, nous savons comment est-ce qu'elle sera. Aujourd'hui, on peut avoir des petits investissements que nous avons, des flottes qui se construisent ça et là, les moyens de transport, les pharmacies, voire même certains hôpitaux, c'est toujours le fruit des résultats socio-économiques de la diaspora. Arrivé sur le plan politique, on veut nous faire croire que la diaspora crée le désordre en citant certaines personnalités de l'ancien régime déchu, manipulant ainsi de suite. Mais c'est faux, ces arguments qu'on est en train de donner. La diaspora, nous avons demandé la participation, nous avons demandé notre implication dans les processus électoraux depuis l'an 2006. À l'époque, on peut citer certaines personnalités qui ont parlé de ça. Ce n'est pas dans mes habitudes de citer des gens, mais je citerai la personne de M. Vital Kamerhe, avec qui nous avons eu à débattre dans la radio Congo Web directement, et qui avait lui aussi regretté cet aspect, que la diaspora soit exclue du processus électoral du pays. Curieusement, aujourd'hui, on tend vers la fin pas d'un processus, mais plutôt d'un mandat, avec tout un régime. Cette question, jusqu'à ce jour, n'a pas été résolue. Certaines autorités, alors des grandes autorités de ces pays qui étaient à l'extérieur, on leur a posé cette question, et bien, jusque-là, ce n'est pas leur préoccupation, et ils demandent à la diaspora s'ils veulent accomplir leur devoir civique, parce que c'est comme ça qu'il faut utiliser les termes, c'est un devoir civique, et qu'ils n'ont qu'à retourner au pays, alors que ceux-là savent comment ça se passe à l'extérieur, comment ça se passe, bien sûr, pour remplir ce dont ils demandent à cette même population, à cette couche de population, à cette force économique du pays, de se comporter tel que eux le veulent. Et dans la composition, on voit aussi la société civile exclue. C'est-à-dire que ceux qui sont dedans s'accaparent de la chose et c'est à eux de décider et d'organiser tout. On se pose la question si réellement aussi, ces gens qui sont dans l'Assemblée nationale représentent réellement les intérêts du peuple ou ils sont là pour représenter les intérêts de leur groupement politique. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Toujours dans le chapitre 3 de cette même loi organique, à l'article 12, on dit que les membres des CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. La désignation des membres de la CENI est entérinée par l'Assemblée nationale. Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du président de la République. Et bien là aussi, il y a une question qui est floue. On dit que ces membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes. Et de l'autre côté, dans la composition, bien sûr, dans l'article 10, on nous dit que c'est la majorité, c'est-à-dire l'AMP, qui propose ces gens. Je me pose la question, comment est-ce que l'AMP proposera des gens qui ne sont pas de leur tendance et qui ne défendent pas leurs intérêts et pour aller siéger dans cette commission. De même aussi pour l'opposition, les 3 membres qui viendront. Mais l'article 11 dit que ces gens doivent être indépendants, neutres, ainsi de suite. Où trouverons-nous ces gens?